Et si dans l'Europe actuelle, la langue que vous parlez pouvait suffire à faire de vous un suspect, voire un ennemi de l'État? Imaginez un monde où votre accent, vos choix lexicaux ou même la couleur de votre passeport deviennent des armes à double tranchant. Ici, la frontière entre débat linguistique et conflit politique s'efface. La langue, la citoyenneté, l'appartenance deviennent des instruments de guerre invisibles, mais redoutablement efficaces. Pour bien mesurer la portée de cette dérive, il suffit de se rappeler que, dans l'histoire européenne, la langue a souvent été utilisée comme un outil de pouvoir. Pendant la Révolution française, par exemple, l'imposition du français standard était censée unifier la nation, mais elle a aussi servi à marginaliser les locuteurs de breton, de basque ou d'occitan. Ailleurs, l'interdiction du catalan sous Franco ou du polonais sous certaines occupations étrangères fut un moyen de contrôler et d'humilier des populations entières. Aujourd'hui, en Ukraine, il suffit parfois d'être russophone pour se voir traité d'agent ennemi par certains leaders d'opinion. Les appels à ignorer la souffrance des Ukrainiens russifiés se multipliant, nourrissant une suspicion diffuse. Un exemple frappant, dans les réseaux sociaux, des campagnes appellent à boycotter les commerces où l'on parle russe, et certains établissements affichent pour des pancartes « Ici, on ne parle que l'ukrainien ». Parler russe dans certains lieux peut désormais suffire à vous transformer en cible, suspecté d'être une menace de l'intérieur. Dans les transports publics de Kiev, des témoignages rapportent des altercations verbales ou des regards glacés envers les russophones. Un étudiant originaire de Kharkiv, russophone, a raconté lors d'une interview avoir été refusé dans un logement étudiant parce qu'il ne maîtrisait pas suffisamment l'ukrainien. En Lettonie, la distinction entre loyauté nationale et citoyenneté s'amenuise. Des initiatives extrêmes proposent d'expulser ceux jugés non loyaux ou de leur retirer la nationalité. Il ne s'agit pas de simples paroles en l'air. En quelques jours, une pétition a réuni plus de 10 000 signatures, révélant une peur profonde et une tendance à l'exclusion civique. Désormais, l'État ne s'interroge plus seulement sur votre identité, mais sur le degré de confiance qu'il peut vous accorder. Cette logique rappelle de sombres heures de l'histoire. Au XXe siècle, l'URSS pratiquait déjà des purges sur la base de la loyauté supposée, et l'Allemagne nazie retirait la citoyenneté à ceux jugés indésirables, en fonction de critères ethniques ou idéologiques. Ces tensions ne restent pas cantonnées au débat politique. Elles s'immiscent dans la vie quotidienne. Les mots deviennent suspects, l'identité surveillée, la sécurité nationale justifient l'éviction. Un exemple concret, dans certaines écoles ukrainiennes, des élèves sont exhortés à signaler les camarades qui parlent russe. Dans la rue, des personnes sont interpellées par des passants pour leur demander pourquoi elles n'utilisent pas la langue nationale. La frontière entre l'intime et le politique s'efface, menaçant de fracturer la société. Cette situation n'est pas sans rappeler la période du macartisme aux États-Unis, où la suspicion généralisée a conduit à la délation, la peur et la marginalisation de millions de citoyens. Derrière ces crispations, c'est la liberté d'expression, la sécurité individuelle et la cohésion sociale qui chancellent. Chaque restriction sur la langue ou la citoyenneté affaiblit des droits acquis et la confiance entre citoyens. L'Europe de l'Est devient le laboratoire de ces armes identitaires. Sommes-nous prêts à en accepter le prix? Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Pour comprendre, il faut plonger dans l'histoire récente de ces pays et dans la manière dont la langue est devenue une ligne de front. Le débat sur la langue ne relève plus seulement de la culture. En Ukraine, il est devenu une question de survie sociale. La langue que vous choisissez de parler détermine désormais vos droits, votre sécurité, voire votre appartenance à la nation elle-même. Depuis le début de la guerre, la pression monte sans relâche. À Kiev comme à Lviv, des voix influentes désignent les russophones comme des diversants, des agents dormants ou des menaces infiltrées au service de Moscou. Cette vision n'est pas sans précédent. Au Rwanda, en 1994, l'appartenance ethnique déterminée par la langue et le nom était devenue un critère mortel de suspicion. La compassion pour les Ukrainiens russifiés s'estompe. On leur intime de changer de langue, sous peine d'être assimilés à l'ennemi intérieur. Cette rhétorique, jadis marginale, s'installe aujourd'hui dans les médias, les universités, jusque dans les discours des responsables politiques. À Lviv, bastion historique de l'ukrainité, le russe s'entend désormais dans de nombreux lieux publics. Cette présence croissante ravive des angoisses identitaires, nourrit le rejet, déchaîne l'hostilité. Qu'ils soient réfugiés ou natifs, les russophones doivent sans cesse prouver leur loyauté à l'État sous le regard soupçonneux de la majorité. Pour illustrer cette pression, on peut citer le témoignage d'une réfugiée de Donetsk installée à Lviv. « Je parle russe depuis toujours.
Ici, je dois changer de langue pour trouver un emploi, pour que mon fils ne soit pas isolé à l'école. Mais même ainsi, on nous regarde comme des intrus. Mais l'Ukraine n'est pas seule à vivre cette mutation. En Lettonie, la notion de loyauté nationale bascule dans une logique radicale. Une pétition, appuyée par des dizaines de milliers de citoyens et une large partie du spectre politique, réclame le retrait de la citoyenneté pour les personnes jugées non loyales. L'enjeu affiché? Défendre l'intégrité de l'État, rassurer une population inquiète face à des menaces intérieures présumées. Ce qui aurait paru extrême il y a quelques années avance aujourd'hui sans résistance démocratique majeure. Les minorités russophones, déjà marginalisées dans le système éducatif et sur le marché du travail, se sentent désormais menacées jusque dans leur droit de résider dans le pays. Parallèlement, le droit évolue. Les lois sur la déchéance de nationalité se multiplient et s'étendent. Elles visent de plus en plus les minorités linguistiques, les citoyens soupçonnés de sympathies politiques jugées dangereuses, ou même ceux qui expriment une voix dissidente. Parfois, une simple accusation d'hostilité à l'État ou un soupçon d'allégeance étrangère suffit à enclencher une procédure d'expulsion ou de privation de droits fondamentaux. Ce durcissement n'est pas anodin. Si cette dynamique se poursuit, des dizaines de milliers de personnes pourraient voir leur citoyenneté remise en cause. Beaucoup risquent de devenir des apatrides dans leur propre pays, sans droits civiques, sans accès à la propriété, sans protection juridique. L'enjeu est immense non seulement pour ceux qui sont visés, mais aussi pour la stabilité et la réputation internationale des États concernés. Au lieu d'apaiser les tensions, ces mesures les exacerbent. Elles ouvrent la voie à des conflits plus profonds, plus insidieux. Pour prendre la mesure de ce risque, il suffit de se rappeler le sort des Rohingyas en Birmanie, apatrides dans leur propre patrie, victimes d'un engrenage de lois d'exclusion et de soupçons. Sous couvert d'identité ou de sécurité, une transformation radicale s'opère en Europe de l'Est. La langue et la citoyenneté deviennent des armes politiques, capables de détruire des vies aussi sûrement que la guerre. Ce climat de suspicion et de surveillance permanente n'épargne personne. Comment les individus, pris dans cette spirale, tentent-ils de s'adapter ou de résister? Quand la loyauté devient une arme, chaque mot se transforme en risque. Prenons l'exemple de la Biélorussie, où la moindre critique du pouvoir peut être interprétée comme une trahison. La frontière entre désaccords politiques et crimes contre l'État s'estompe, et la langue du dissentiment devient une preuve à charge. En Ukraine, la langue russe n'est plus un simple héritage culturel, elle devient un marqueur dangereux. Parler russe expose à des regards méfiants, à des pressions administratives, parfois à l'exclusion. Dans certains cas, l'usage de cette langue suffit à éveiller des soupçons d'allégeance ennemie, ouvrant la porte à des mesures de surveillance et de répression. La méfiance s'étend au-delà des frontières. En Lettonie, le projet de retirer la citoyenneté aux personnes jugées non loyales met en péril un principe fondamental. Présentée comme une protection de l'État, cette mesure pourrait en réalité permettre des dérives arbitraires. Les russophones, déjà fragilisés, vivent sous la menace d'être désignés traîtres, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur quotidien. En Hongrie, la crise nourrit d'autres ambitions. Viktor Orban tente de consolider son pouvoir en réécrivant la Constitution. Il veut donner au président, jusque-là figure symbolique, des capacités de blocage inédites, inspirées de régimes autoritaires. Même une défaite électorale ne suffirait plus à garantir l'alternance. Le contrôle des institutions devient une lutte de chaque instant. Ici, un parallèle historique s'impose. En Turquie, le glissement du parlementarisme vers une présidence toute puissante sous Erdogan a eu les mêmes ressorts, au nom de la stabilité et de la sécurité. À l'échelle européenne et britannique, la crise russe force à des choix périlleux. Faut-il geler les avoirs russes au risque de briser des principes juridiques essentiels? La peur de créer des précédents menace l'équilibre entre urgence politique et état de droit. Chaque décision, prise dans la précipitation, risque de fragiliser demain les garanties de toutes et tous. Pour illustrer ce dilemme, souvenons-nous de la Seconde Guerre mondiale. La confiscation des biens des ressortissants de puissances ennemies fut justifiée par la guerre, mais a laissé des traces durables sur la confiance dans l'état de droit. Partout, un climat de suspicion s'installe. L'intégrité des individus est remise en cause, leur statut social vacille. Les institutions, elles, voient leur crédibilité et leur légitimité menacées. Les frontières entre sécurité, justice et politique se brouillent, rendant tout acte de contestation dangereux, suspect par principe. Le débat dépasse désormais les questions linguistiques ou identitaires. Il touche au cœur des droits civiques, de la cohésion sociale et de la stabilité institutionnelle.
Face à la crise ukrainienne, l'Europe oscille entre protection légitime et tentation autoritaire, incertaine de la voie à suivre. À mesure que la frontière entre protection et oppression s'efface, le moindre geste ou mot peut faire basculer une vie. Mais comment rester libre d'exister, de parler, d'agir, lorsque la loyauté elle-même est mise à l'épreuve? Ce qui se joue en Ukraine résonne bien au-delà de ses frontières. C'est toute l'Europe qui se trouve menacée. Si la logique d'exclusion s'impose, nos sociétés risquent de se morceler. L'exclusion civique, la stigmatisation de groupes linguistiques ou nationaux et la polarisation politique attisent les tensions. Progressivement, ces forces minent la démocratie et fragilisent la cohésion sociale sur l'ensemble du continent. Chaque action compte. Qu'il s'agisse de sanctions, de lois linguistiques ou de discours sur la loyauté nationale, chaque camp, russe comme occidental, répond par la surenchère. À chaque mesure, le risque d'engrenage militaire, de représailles économiques ou de rupture diplomatique s'accroît, projetant une ombre sur la sécurité de toute l'Europe. Le débat sur l'utilisation des avoirs russes gelés en Europe en est l'exemple frappant. La quête de justice après l'agression se heurte à l'exigence de respecter le droit international. Cette tension révèle comment même des instruments juridiques ou économiques peuvent devenir des armes, ajoutant de nouvelles couches de complexité au conflit. Sur le plan diplomatique, les compromis de paix exigés de l'Ukraine sont lourds de conséquences. Pertes territoriales, remise en question de la souveraineté, acceptation de conditions douloureuses. Chaque concession nourrit le ressentiment et augmente l'incertitude, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour tous les pays voisins qui redoutent de subir le même sort. Prenons un exemple concret. Après la Seconde Guerre mondiale, les accords de paix conclus sous la pression ont souvent laissé des minorités mal protégées et des frontières contestées, source de conflits ultérieurs. Pensons à la division de Chypre ou à la partition de la Yougoslavie. En définitive, c'est la paix, la stabilité politique et les droits fondamentaux en Europe qui vacillent. La façon dont nous répondrons à ces épreuves dessinera le visage de nos sociétés pour les décennies à venir. Face à cette nouvelle réalité, la question linguistique prend un relief inédit. Comment l'arme de la langue transforme-t-elle la nature même du conflit ? Quand tout chancelle, il reste des moyens concrets de défendre la liberté et la cohésion. Face à la montée des discours radicaux et aux politiques d'exclusion, la vigilance civique devient vitale. Ce n'est plus seulement une question de principe, c'est une question de survie pour la société ouverte et la préservation de chaque droit individuel. Personne n'est impuissant. Soutenir le dialogue interculturel, encourager l'écoute, briser le cycle de la stigmatisation. Chaque geste compte. Par exemple, des associations locales en Lettonie organisent des cafés de conversation où lettons et russophones échangent dans les deux langues pour favoriser la compréhension mutuelle. Les mécanismes de défense des droits fondamentaux, qu'ils relèvent du local, du national ou de l'international, doivent être protégés et renforcés sans relâche. Les ONG, les juristes, mais aussi les simples citoyens, ont un rôle à jouer pour documenter les abus, soutenir les victimes et rappeler les principes de l'état de droit. Un exemple pratique, en Ukraine, des avocats bénévoles conseillent les familles menacées de déchéance de citoyenneté. Promouvoir la transparence institutionnelle est tout aussi crucial. Exiger des comptes, demander des explications sur chaque décision menaçant l'inclusion, dénoncer les dérives, voilà comment préserver l'équilibre démocratique. Le respect du droit international doit rester notre boussole, surtout lorsque les tentations autoritaires frappent à nos portes. La responsabilité de chaque citoyen est triple. S'informer, refuser la facilité de la peur, combattre la stigmatisation de l'autre. Défendre l'inclusion, c'est défendre sa propre dignité et l'avenir même de la société dans laquelle nous vivons. Céder à la peur ou à la radicalisation, c'est risquer de perdre à la fois sa liberté et le tissu vivant qui fait la force de nos sociétés. L'exclusion, la perte de droits, l'effacement de toute influence sur son destin sont les conséquences possibles. Agir, c'est urgent. Il ne s'agit pas d'ignorer les menaces, mais de refuser de sacrifier l'essentiel pour une illusion de sécurité ou de pureté idéologique. Plus concrètement, il est possible d'agir à plusieurs niveaux. Au niveau local, soutenir les initiatives de médiation entre communautés linguistiques. Au niveau national, interpeller les élus sur les dérives sécuritaires. Au niveau européen, exiger que les politiques de l'Union respectent les droits de toutes les minorités. Un scénario positif. Si chaque ville jumelée européenne organisait une semaine d'échanges linguistiques, les préjugés reculeraient sensiblement. Mais la question ukrainienne illustre jusqu'où ces lignes de fracture peuvent aller.
La langue, la citoyenneté et l'influence politique deviennent des armes décisives sur ce nouveau champ de bataille. Dans ce nouvel affrontement, une question s'impose. Choisirez-vous l'exclusion ou la construction d'un avenir commun? Aujourd'hui, la langue, la citoyenneté et l'identité ne sont plus de simples symboles. Elles sont devenues des lignes de front invisibles, aussi décisives que les frontières tracées sur une carte. En Ukraine, chaque mot prononcé, chaque document brandi, chaque choix civique peut faire basculer un destin individuel ou collectif. Face à la tentation d'écarter ceux qui paraissent différents, la responsabilité de chacun grandit. Que ferons-nous lorsque la peur ou la colère incite à dénoncer un voisin ou à priver des concitoyens de leurs droits fondamentaux? Les risques sont considérables. Perte de nos libertés, fragmentation du tissu social, montée de la méfiance, menace sur la démocratie elle-même. Ce n'est plus seulement une question de langue, mais un choix crucial. Voulons-nous bâtir une société de confiance et d'intégration, ou de suspicion et de repli? À chaque décision, à chaque débat, nous façonnons l'avenir de notre démocratie. Résisterons-nous à la logique de l'ennemi intérieur, ou céderons-nous à la facilité de l'exclusion? Car dans ce contexte, préserver la démocratie ne dépend pas seulement des lois ou des armées. Tout repose sur un choix intime, quotidien, partagé par tous. Chaque exemple historique, chaque expérience personnelle, chaque action collective sont autant de pierres à l'édifice d'une société juste. Pour conclure, souvenons-nous que l'histoire a montré à maintes reprises que l'exclusion finit toujours par fragiliser ceux qui l'exercent autant que ceux qui la subissent. Construire la paix, c'est refuser la tentation du soupçon généralisé et choisir, chaque jour, l'ouverture, la solidarité et la confiance. La démocratie, la liberté et la paix ne sont jamais acquises, elles se défendent, mot à mot, geste après geste, génération après génération.